Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle présentation de Mama Juana Media. Autant pour les personnes qui sont encore avec moi dans le live jusqu'à présent, via le compte TikTok de Wildani Osorio, comme pour les personnes qui verront le contenu sur YouTube. Si c'est la première fois que vous voyez la grosse tête qui est ici, mon nom c'est Wildani Osorio et j'espère que vous allez passer un agréable podcast en ma compagnie. Donc, euh, je parlais en fait aux personnes dans le live que le sujet principal, c'est la dépression et le suicide au Québec. Mais avant, j'attendais ce moment-là avec impatience. Honnêtement, j'attendais ce moment avec impatience et c'est celui de partager un petit quelque chose qui, pour plusieurs, probablement, ça va leur rappeler une anecdote de bar ou un truc. En fait, un petit cocktail très facile à faire, vraiment, à la limite trop facile à faire. Je vais juste en prendre un petit peu. Mais c'est quelque chose, en fait, que pour plusieurs, comme j'ai dit, ça va leur rappeler une histoire de bar ou une histoire de douchebag ou whatever. Mais dans mon cas, ça me rappelle quelque chose, un souvenir en fait agréable. Et c'est quand j'étais en République dominicaine, quand j'étais là-bas avec la chaleur, des fois l'envie de manger, j'avais un petit quelque chose à manger, pica pollo, tu sais, un poulet frit dominicain, avec la bouffe de là-bas, la chaleur, les vagues de la plage. Et je prenais ceci en fait. C'était un rhum Brugal. Pour ceux qui vous le voyez pas dans le live, je vais vous le montrer. Donc le rhum Brugal que je bois tout le temps ou presque tout le temps. Merci pour les likes que je reçois de Max. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Et puis, là-bas, il y avait une boisson énergisante qui s'appelle 911. Je ne sais pas si la boisson, elle existe toujours, mais c'était un mélange de rhum avec 911 et de la glace. Comme vous pourrez le voir dans le live. Si vous ne le voyez pas, ben, en tout cas, il y a de la glace. Et puis ici, la boisson 911, du moins celle que j'ai connue en République dominicaine, elle n'existe pas. Mais ce qui se rapproche le plus du 911 dominicain, c'est le Red Bull. Et c'est pour ça que je dis, pour les personnes, il y en a qui vont dire, ah, ça c'est une boisson de club, une boisson d'un bar. Ben moi, en fait, ça me rapporte ou ça me ramène des souvenirs agréables de quand j'étais en République dominicaine. La chaleur, juste à sentir le Red Bull, je l'ai pas encore mélangé. Je l'ai pas, là, je suis en train de le mélanger, là. Mais ça, là, je prenais ceci sur le bord de la plage. Là, j'ai un appel. On va abandonner le projet. Alors, c'est ça, comme je disais, imaginez-vous, République dominicaine, 25, 26, 27, 28 degrés sur le bord de la plage. Thérèse Aumont qui m'a envoyé des petits cœurs, merci beaucoup. Max Antoine, c'est quel ton préféré? Mon préféré quoi en fait? J'ai pas compris le sens de ta question. C'est quel mon préféré? Et, bon, alors comme je disais, imaginez-vous, République dominicaine, 27, 28, même 30 degrés au bord de ma boisson préférée. Donc, en réponse à la question de Max Antoine, ma boisson préférée, c'est tout simplement du rhum. C'est celle-ci ma boisson préférée. Rhum, sans glace, sans rien, comme ça, straight. Il y en a qui le boivent mélangé avec du Coca-Cola, le rum and coke. Moi, je le bois straight. Mais en fait, ceci, le rhum avec Red Bull, ça me rappelle justement cette ambiance, le bruit des vagues quand elles venaient caresser le sable. Ça me rappelle ces vagues qui, même quand tu étais sur le bord de la plage et que les vagues venaient caresser tes jambes en même temps qu'elles caressaient le sable. La chaleur, la musique, des fois un poisson frit qui était fait par les petits kiosques de la place. Plus des fois, tu te sentais bien, tu te sentais à l'aise. Tu n'étais pas là ni à griller, ni à te geler les chenolles. Tu étais bien. Et là, je buvais ça sur le bord de la plage. En fait, ça me rapporte ce souvenir et je voulais partager ce petit moment avec vous. De mon petit rhum avec Red Bull. Qu'honnêtement, je vais vous avouer, il manque un peu de rhum dedans, alors je vais en rajouter un peu. Je vais en rajouter un peu.
Parce que oui, mon rhum et Red Bull, il goûtait un peu le rhum. Mais pas un peu, il goûtait le rhum. Haha, les schnolls, ça fait 15 ans que j'ai pas entendu ça. Ben moi, j'aime bien dire les schnolls. Parce que je dis les couilles aussi, mais j'aime bien dire les schnolls. Red Bull original, je pense. Non, ok, je suis en train de voir les commentaires pour... Ton français est un mix de toutes les communautés de Montréal. Ben, déjà, je parlais comme ça avant. Et même en habitant à Québec, je disais les schnolls. Je l'utilisais le terme. Et ça que j'étais pas mélangé avec les immigrants forcément. Tu sais, si on parle des immigrants latinos, quand est-ce que tu vas entendre un latino dire qu'il s'est violé les schnolls? Jamais tu vas entendre un latino dire yo me suis violé les schnolls. Il va dire yo me suis violé les couilles. Mais ouais. Ah, là c'est la, là c'est la boisson en fait qui me rappelle la République dominicaine, qui me rappelle ces beaux moments que j'ai passés, que j'étais pas dans les grands luxes, j'étais pas dans les resorts ni rien, mais j'étais dans la République dominicaine des Dominicains. C'est ça en fait en tant que latino, qu'individu, que ouais, je suis né ici, j'ai grandi ici, mais j'ai connu ça, j'ai connu cette réalité de là-bas et j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Si t'as regardé un film français, peut-être. Ouais, probablement. Probablement, ça vient de là. Ta deuxième boisson préférée, c'est quoi? Ma deuxième boisson préférée, bah en fait, c'est le rum and coke. Ma deuxième boisson préférée, c'est le rum and coke. Disons que je suis très vendu au rhum. Avant, je buvais du Havana Club. Je buvais du Bacardi. En fait, j'ai commencé avec ça. Bacardi Havana Club. Mais dès que j'ai su que le Brugal se vendait au Québec, ben, j'ai commencé à acheter du Brugal et du Barcelo. Alors voilà. T'es un Antillais, c'est normal. Ouais, moi je suis vendu au rhum. Excellent du rhum. Encore du rhum, pardon. Ben oui. Rhum, rhum et encore rhum. Après, dans des journées de chaleur, tu sais, une chaleur vraiment intense où est-ce que tu as transpiré et tout ça, c'est sûr qu'une bonne bière, c'est jamais de trop. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand j'arrive en République dominicaine, ça c'est un petit rituel que j'ai. La première chose que je fais, je mange. Si j'ai l'occasion de manger, je mange. Mais sinon, quand j'arrive, je vais tout de suite au premier dépanneur de là-bas, de la République dominicaine, qu'on appelle Colmado. Et la première chose que je vais boire, c'est de la bière Presidente, cerveza Presidente. Et la Jumbo, tu sais, la motherfucker bouteille là, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont bu la bière Presidente, la motherfucker bouteille, je la prends soit normale ou soit light, mais je prends une bonne Presidente vraiment froide. Ça, c'est comme le rituel de quand j'arrive en République dominicaine. Culturellement, quand on vient des Caraïbes, le rhum, c'est la base. Ouais. Le rhum, c'est la base. Donc, c'est ça. C'était le petit moment que je voulais partager avec vous. Autant les personnes de YouTube comme pour les personnes du live. Mon petit plaisir, en fait, mon petit moment agréable de souvenir de là-bas. Mais bon, on retourne ou on va aller dans le sujet principal. En fait, la dépression et le suicide. On a tous déjà entendu la dépression, tu sais, le taux de dépression et de suicide est beaucoup plus élevé au Québec et tout. Donc, je vous mets en contexte. Je vais parler de ça. Euh, je faut que ok, je faut que j'aille faire un truc. C'est ça, si j'ai bien compris ce que tu as voulu dire, Max-Antoine. Donc, il faut que tu ailles faire un truc. Et si c'est le cas, ben, je te remercie déjà d'avoir été là, d'avoir participé. L'important, c'est que tu as été là et tu as fait partie de la conversation. Et de toute façon, ça va se voir sur YouTube. Ça va se voir le moment où est-ce que j'ai parlé avec toi, que j'ai interagi. Et justement, si tu veux voir qu'est-ce que je fais, mais je vais revenir après.
Pas de problème, pas de problème. Pour les personnes qui sont présentement dans le live, je vous invite à vous abonner au compte TikTok de Mama Juana Media. Présentement, ou du moins la dernière fois que j'ai consulté la page, on est rendu à 146 abonnés. Le but est de se rendre à 1000 abonnés pour pouvoir y faire les lives. Alors, faites un petit tour là-bas. Après après que j'aurai fini le live, faites un petit tour, allez voir le contenu que je fais. Vous pourrez avoir une idée des choses desquelles je peux parler et tout. Donc, c'est l'invitation que je vous fais. Et puis, c'est ça. On va parler de ça. Ça, c'est le sujet. La dépression et le suicide, mais pas comme on le voit, comme c'est connu, parce que la plupart, ils le savent, qu'il y a une situation de dépression et suicide. Mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'il y a une situation de dépression et même de suicide chez les personnes qui réussissent dans la vie. Chez les personnes qui ont des études, qui ont un diplôme, qui probablement une maison déjà payée, qui ont une famille, et que malgré ça, ils sont malheureux, ils sont dépressifs. Et il y en a qui, malheureusement, passent à l'acte. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Je ne souhaite ça à personne. Dans mon cas, j'ai pas de personnes dans mon entourage qui ont passé à l'acte. Mais ça n'enlève pas le fait que c'est une réalité qui existe parmi nous et qui, des fois, c'est plate à dire, mais on n'arrive pas à le détecter. Et je vais vous dire après pourquoi. Je vais vous le dire pourquoi. Mais avant, je vais faire deux, trois petites annonces. Deux, trois petites annonces. La première, c'est la merch. Que cette fois-ci, d'habitude, je l'ai avec moi. Les t-shirts de Mama Juana Media. Cette fois-ci, je l'ai oublié comme un crétin. Ça arrive, j'ai oublié les t-shirts que j'ai présentement. Il me reste deux small et deux medium. Mais il y a un medium qui est déjà réservé qui va partir probablement cette semaine. Des t-shirts de Mama Juana Media avec le logo de mon projet. Et les t-shirts, je les vends à 15$. C'est un prix que je peux me permettre de vendre parce que la personne me le fait à un prix raisonnable, dû au fait que je passe des grosses commandes, alors il me fait un prix spécial. Alors je peux le vendre à 15$ à vous tous et chacun. Présentement, il me reste des small et des mediums. Il y en a un qui va partir cette semaine, mais tous mes larges, tous mes X larges et mes 2 XL sont déjà partis. Il y a une commande qui est en route. Il y a un délai de 2 semaines et déjà j'ai une réservation d'un large. Alors, n'hésitez pas, contactez-moi pour les t-shirts. Comme j'ai dit, le prix c'est 15$. J'accepte argent comptant, virement Interac, puis même le compte PayPal. Que si jamais vous n'êtes pas au courant, dans le lien qui se trouve dans la bio de Wildano Osorio, Mama Juana Media, vous pourrez voir le compte PayPal. Alors, c'est le prix, comme j'ai dit, 15$. Cependant, si vous habitez en dehors de Montréal, c'est Montréal, Laval, Longueuil, il y a des frais additionnels qui peuvent s'ajouter de la poste, de transport ou quoi que ce soit. Il va y avoir des frais additionnels. Mais sinon, le prix du t-shirt en tant que tel, c'est 15$. Vous pouvez me contacter, puis on va se mettre d'accord sur la grandeur et ça me fera plaisir. Puis vous allez non seulement contribuer à un projet émergent, celui de la personne qui fait les t-shirts, mais aussi vous allez m'aider à pouvoir racheter de la nouvelle merch pour investir dans mon projet, pour investir dans Mama Juana Media. Parce que oui, dans le lien qui se trouve dans la bio, il y a également la wishlist où est-ce que vous pourrez voir quels sont les équipements que j'ai besoin. Je pense que c'était justement Ron qui m'avait suggéré de faire une wishlist. Je l'ai créée, elle est là. Vous pouvez voir les équipements que j'ai besoin, les équipements que je dois acheter, l'investissement, c'est pas donné. C'est une caméra à 1300 pour commencer, puis les caméras peuvent coûter 2000, 3000, 5000, 6000$. Mais la moins chère que j'ai pu trouver qui est potable, 1300$, je crois, ou 1500, peu importe. Des micros à 150, des fils. C'est toutes des choses que j'ai besoin. Mais justement, avec la suggestion de la wishlist, vous pourrez voir par vous-même le prix des équipements. Donc, le lien se trouve dans la bio de la wishlist Amazon. La deuxième annonce, on m'avait suggéré d'ouvrir un compte Facebook il y a un certain temps et moi j'étais réticent à l'idée. Cependant, je l'ai fait.
On m'a suggéré également d'ouvrir un compte Twitch. Le compte, il est ouvert. Alors, le compte Facebook de Mama Juana Media et le compte Twitch du projet sont ouverts. Cependant, en regardant une vidéo, j'ai pris le temps de savoir comment fonctionne Twitch, comment est-ce que, comment pouvoir créer du contenu sur Twitch. La personne du tutoriel suggérait qu'on ait déjà on va dire une base d'abonnés, une fanbase pour ainsi dire. Alors moi, ce que je me fixe comme objectif, c'est d'avoir au moins 10 abonnés. Apparemment, c'est pas si difficile que ça d'avoir des abonnés sur Twitch. Alors, l'objectif serait d'avoir 10 abonnés sur le compte Twitch. Et à partir du moment que j'aurai 10 abonnés, je vais commencer à faire des lives sur le Twitch également. Alors, je serai présent sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram et maintenant sur Twitch et sur Facebook. Alors, c'est ce que je vous invite à faire. Abonnez-vous sur la page Facebook de Mama Juana Media et sur le compte Twitch. Présentement, je ne fais pas de live dessus, mais une fois que j'aurai atteint les 10 abonnés sur Twitch, je commencerai à faire également des lives via ce compte pour y créer aussi du contenu, pour y avoir une présence. Super pour ta wishlist. Merci beaucoup, Ron. Je vais juste me remettre à jour dans les commentaires. Quand tu te forces à adopter un modèle de vie qui n'est pas le tien. Effectivement, ça peut être dur quand tu t'en rends compte à 45 ans. Forcé inconsciemment, soit par la famille, soit par la société. Donc, ouais, justement, tout ce que Ron est en train de dire dans le live, ça va faire partie des choses que je vais mentionner pendant le live. Parce que oui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent mener à une dépression et dans le pire des cas, à l'acte. Il y a plusieurs facteurs, il y a plus d'un facteur. C'est juste que c'est un sujet qui est apparemment, ben pas apparemment, qui est tabou, mais il faut qu'on en parle. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre société. Comme plusieurs sujets étaient tabous dans le passé, comme les relations homosexuelles, ben, des personnes du même sexe, que ce soit homosexuelles, lesbiennes, transgenres ou peu importe, c'était tabou à une certaine époque. Maintenant, c'est rendu chose normale, chose commune. Donc, la même chose pour la dépression. La même chose. Il faut que ce soit dit. Il faut qu'on en parle. Parce que justement, ça fait partie de notre réalité. Du moins, la réalité du Québec. La réalité de l'Amérique du Nord. Donc, déjà, pour commencer, je voulais parler du sujet, mais pas plus tard que le week-end dernier, j'ai vu un film que probablement plus d'un d'entre vous l'avez déjà vu, et c'est Space Jam. Mais pas le premier Space Jam avec Michael Jordan. Le Space Jam avec LeBron James. Un film que tu sais, je me suis jamais dit, je vais aller le voir et tout ça. Mais d'un autre côté, je ne me disais pas non, je vais pas le voir. Cependant, l'occasion s'est présentée de voir le film. Alors je me suis dit, je vais le voir. Je vais voir le film de Space Jam avec LeBron James. Et le film, en fait, pour vous faire un super méga gros résumé pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça commence avec LeBron James étant enfant et qui est avec le Game Boy. Le Game Boy, le premier en fait. Je pense que c'est même pas le Game Boy Color. C'est le premier Game Boy. Là, il voulait jouer et son entraîneur lui a dit non, laisse ça, c'est de la perte de temps, t'as du talent dans le basket, et blablabla, pense à ta famille, etc., etc. Le futur et you know. Donc là, on peut comprendre avec cette introduction que LeBron James, il a suivi les conseils de l'entraîneur et il s'est concentré sur le basketball. Puis dans la vraie vie, LeBron James, ben, c'est une légende. C'est une véritable légende vivante. Alors dans le film, il a un enfant qui s'appelle Dominic. Puis Dominic, lui, il a un peu de son père. Dans le sens que lui, il aime les jeux vidéo. Mais lui, il aime créer des jeux vidéo. Et son père, lui, il veut le mindset, il veut le préparer pour que ce soit le prochain LeBron James. Au lieu que ce soit Dominic James ou Dominic whatever, lui, il voulait que son fils emboîte ses pas. Donc là,
Dominique, il est pas à l'aise avec ça parce que lui, sa passion, ce sont les jeux vidéo, créer des jeux, programmer des jeux, puis il doit cacher sa passion à son père. Puis là, l'histoire amène vers un fait que c'est quelqu'un d'autre qui découvre le talent, qui lui dit t'es super bon, t'es ci, t'es ça, t'as du talent et tout, mais il a sa mauvaise intention. Alors l'histoire tourne autour de ça, que LeBron James a été à deux doigts de perdre son fils et doit se battre pour le récupérer psychologiquement et moralement. Cependant, ce qui est intéressant avec ce qui est intéressant avec ce film, au-delà du j'ai bug, euh, j'ai bug, je comprends pas ce que tu veux dire, mais ben, tu vas me le, j'imagine que tu vas me le spécifier ou tu vas me le réexpliquer, Max Antoine. En attendant, comme je disais, l'histoire tourne autour de ça, les péripéties, pour que LeBron James récupère son enfant, le récupère. Mais au-delà, au-delà, mesdames et messieurs, du film, de l'entertainment, de voir Bugs Bunny qui est là, de voir Wile E. Coyote, au-delà de voir tous les personnages de Looney Tunes qui sont là, il y a quand même une réflexion à voir. Et c'est le fait, comme LeBron James l'a dit dans le film, on lui a pas donné le choix. Et il voulait faire à peu près la même chose avec son fils. Il voulait pas lui donner le choix. Comme si pour LeBron James, dans le film, psychologiquement, ce qu'il y avait de mieux, c'était le basket. Et comme c'est la seule chose qu'il a vue de bien, tant bien que mal, il a voulu reproduire cette action. Il a voulu reproduire ce comportement, ce mode de vie, ce style de vie avec son fils. Mais son fils, lui, il voulait pas. C'était pas son truc. Lui, son truc, c'était la programmation de jeux vidéo. Et puis, c'est là, c'est autour de ça que tourne le film, en partie. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Mon cell ouvrait toutes mes applications. Oh, ok, je vois. Ça, c'est vraiment de la merde. J'espère que là, ton cell fonctionne correctement. Mais ouais, ce que tu dis là, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment. Donc, c'est bon de voir un film, oui, mais c'est bon aussi de voir ces petites subtilités. Le comportement, des fois, ce qu'on fait aujourd'hui, le comportement, les comportements qu'on peut avoir aujourd'hui comme individu, peut-être les réflexes, peut-être les réactions qu'on peut avoir comme individu sont en réponse à ce qu'on a vécu dans le passé, des fois depuis la tendre enfance. Et puis ça, j'ai pu le comprendre avec des personnes dans les réseaux sociaux qui ont une profession, qui sont dans le cas que je vais mentionner, psychologues, et qui utilisent justement leur profession de psychologue pour dresser un cadre psychologique de certains personnages populaires de la culture cinématographique, comme par exemple Darth Vader. Il y a un psychologue latino, je dis latino, en tout cas il parle espagnol, que lui, il est psychologue de profession et ce qu'il a commencé à faire sur YouTube, et ça marche, ça a marché pour lui, c'est justement dresser des cadres psychologiques des personnages connus comme Darth Vader, Vegeta, Joker. Il a fait de quel autre personnage? Il en a fait de certains autres et ça marche. Pourquoi? Parce qu'il dresse le cadre psychologique de ces personnages qui sont connus et dans certains cas aimés, mais à partir de la perspective d'un professionnel. Et c'est là, en fait, que ça a ouvert on va dire, ma vision dans le cas du film de LeBron James. Oh, les créoles, mon frère! Je regarde les vidéos. Oui, chérie, moi qu'on parle en créole, mais c'est pas en créole net, tant qu'au haïtien yo. Mais ouais, c'est ça. Moi qu'on parle en créole. Alors, comme je disais, quand j'ai vu le film de Space Jam avec LeBron James,
c'est là que j'ai pu voir ce type de subtilité, que peut-être plusieurs personnes vont les sauter, mais que j'ai pu les constater. LeBron, on l'a tout de suite, on l'a mindset, étant petit, à être joueur de basket. Mais probablement, lui, il aurait voulu être autre chose, comme programmeur ou gamer ou programmeur vidéo, peu importe. Mais c'est ce qu'on lui a tracé comme destinée. Et lui aussi, on lui a dit, on m'a pas donné le choix. Et il voulait imposer ça. Il voulait imposer cette vie ou ce style à son fils. Ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que j'en parle? En fait, c'est un complément au sujet. Dépression et suicide. Chez qui? Chez les personnes qui ont réussi. Des personnes qui ont atteint peut-être le sommet de leur art, le sommet de leur profession, le sommet de ce qu'ils ont peut-être dans certains cas même souhaité faire, mais que rendu là, au sommet, au pinacle, ils se rendent compte que ça ne les rend pas heureux. Ils sont malheureux. Dans certains cas, ceux qui souhaitaient aller là, mais ceux qui ont suivi, en fait, ceux qui ont suivi, on va dire, la demande de leurs parents, la demande de la famille, non, deviens ci, deviens ça, ben, en fait, ils le font à cause de la pression sociale. Et on ne se rend pas compte que eux aussi, ils peuvent vivre la dépression. Ils peuvent vivre des moments de solitude, des moments où est-ce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas exprimer ce malaise ou cette tristesse qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Parce que souvent, les causes qui sont classiques par rapport à la dépression, par rapport même au suicide, ça va être souvent des histoires comme l'enfance difficile, des peines d'amour, la solitude, la perte d'un être cher. Ce sont des raisons qui vont mener vers la dépression et même à passer à l'acte. Ce sont les causes classiques. Cependant, il y a le fait que ces personnes-là, ces personnes qui ont un diplôme, ces personnes qui sont en dépression ou qui ont des idées noires, ils ont un diplôme. Ils ont un diplôme. Et dans certains cas même, ou dans plusieurs cas, ils ont une maison, ils ont une famille, ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont même des petits-enfants probablement. Et malgré ça, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Et probablement le commun des mortels va dire, ah, oh, ce sont des gens qui se plaignent le ventre plein. Ils ont tout. Ils ont un diplôme, ils ont une profession, ils ont de l'argent, ils ont un compte en banque, ils ont une maison, ils ont un chalet, ils ont un char de luxe. Ils ont tout. Puis ils se plaignent encore. Calice, ils se plaignent le ventre plein. Ben, moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Je pense que parmi eux, il y a plusieurs de ces personnes qui sont tristes, qui sont malheureux, dépressifs, ou qui ont probablement même des idées noires, dans certains cas, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ce qu'ils font. Que ce soit parce que ils ont suivi les conseils des parents, ils voulaient être artistes, ils voulaient être designers graphiques, ils voulaient être stylistes, ils voulaient être programmeurs informatiques, ils voulaient être autre chose. Mais les parents leur ont dit, non, c'est pas une bonne idée. Deviens avocat, deviens juge, deviens docteur, deviens dentiste, deviens, ou même suis le legs générationnel, le legs de la famille, probablement une compagnie, une entreprise familiale qui a été, qui se lègue de père en fils. Puis là, la personne en question, c'est pas ça qui l'attire. Probablement ce qui l'attire, c'est la restauration. Mais la famille veut que l'enfant suive le legs de la construction, par exemple. Je donne un exemple comme ça. La famille veut que l'enfant suive le legs de la construction, mais l'enfant, ce qu'il veut, c'est travailler dans la restauration. Donc là, pour faire plaisir à la famille, il abandonne sa passion et il fait de la construction. Mais il est malheureux. Il est célèbre, mais il n'est pas célèbre. Il réussit plutôt dans la vie, mais il est malheureux. Parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il souhaite. Et c'est là, en fait, le nerf de la guerre. C'est là le nerf de la guerre. Parce qu'ils accomplissent le rêve, pas à eux comme individus,
mais le rêve des parents, le rêve de la famille. Il y a aussi des personnes qui sont en dépression parce que probablement c'était ce qu'ils voulaient faire. Probablement ils voulaient être des docteurs, des infirmiers et infirmières, travailler dans la construction, être avocat, être juge. Mais une fois rendus dans la profession, ils se rendent compte que ce n'est pas comme ce qu'on leur avait dit. Finalement, ce n'est pas ce qu'on leur avait dit. Finalement, il y a telle couille dans la profession. Il y a tel truc qu'on leur avait caché. Ben, pas qu'on leur avait caché, mais que finalement, ça les rend malheureux. Et juste pour dire, par rapport à la famille qui veulent que leurs enfants deviennent des docteurs, des dentistes, des avocats, des juges, des politiciens et tout, je comprends que la plupart d'entre eux ne le font pas de mauvaise foi. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Ils veulent que les enfants vivent bien, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils ne manquent pas de, de on va dire, de matériel, de biens économiques, de biens matériels, comme eux, ils l'ont vécu. Ils ne veulent pas que l'histoire se répète avec leurs enfants. Mais le problème, c'est que même si ce n'est pas de mauvaise foi, même si c'est de bonne foi, probablement c'est pas ça ce que ton enfant veut faire. Probablement lui, même s'il va pas avoir les grands moyens, probablement il va être plus heureux en travaillant en tant que designer graphique que s'il travaille en tant que docteur ou en tant qu'avocat ou en tant que comptable. Parce que des professions qui rémunèrent, il y en a. Ou peut-être comme électricien, comme plombier. C'est peut-être des professions qu'on se dirait quête, mais qui veut aller là-dedans? Mais probablement, il y en a que c'est ça qui les passionne. Mais les parents vont vouloir, dans leur intention, tant bien que mal, mais surtout bien, de faire en sorte que leur enfant vive bien. Ils vont les pousser à être mal, à être malheureux. Pardon. Et puis, comme j'ai dit, c'est ce que je perçois. On dirait que c'est tabou. On dirait que cette partie de la dépression, cette partie des personnes qui passent à l'acte de passer à l'autre monde, on dirait que ça, c'est tabou, mais il faut qu'on en parle parce que ça fait partie de notre société, ça fait partie de notre réalité. Comment expliquez-vous qu'ici, dans l'Amérique du Nord, dans l'hémisphère nord, le taux de dépression et même de suicide est plus élevé que dans les pays en voie de développement? Puis on pourrait dire à la blague, c'est parce que ils ont pas les moyens pour se payer ce qu'il faut pour passer à l'acte. On pourrait dire ça à la blague. Mais dans les faits, c'est que consciemment ou inconsciemment, il y a une pression sociale. C'est juste que souvent, on ne s'en rend pas compte qu'il y a cette pression sociale parce qu'on vit dedans. On est plongé dedans. Et pourquoi est-ce que je peux vous dire qu'on est plongé dans cette pression sociale de qu'est-ce que va dire l'autre, qu'est-ce que va dire la famille, qu'est-ce que va dire les parents, les êtres chers et blablabla. Comment je peux dire qu'il y a cette pression et qu'on est baigné dedans? Ça a été quand j'ai été en République dominicaine en 2015 que j'avais décidé de quitter le Canada pour vivre ma nouvelle vie là-bas et que je me suis rendu compte que la mentalité, elle était totalement différente à notre mentalité ici en Amérique du Nord. Ici, on a un problème qui se présente au Canada et puis la première chose auquel on va penser, c'est de le régler au PC. On va régler. Le problème là, il est arrivé aujourd'hui, il fallait qu'il soit résolu hier. Parce que si on ne réussit pas à le résoudre, ça va être un problème qui va s'agrandir, s'agrandir et s'agrandir. Et ce sera pas, ça va être une couille pour nous. Ça, c'est la mentalité qu'on va avoir on aura tendance à avoir en Amérique du Nord. Mais, par chez nous, du moins en République dominicaine, il y a un problème qui se présente, tu vas essayer de le régler aujourd'hui. Mais si tu n'arrives pas à le régler aujourd'hui, ben, tu vas le régler demain. Et si tu ne le règles pas demain, ben, tu pourras le régler après-demain. Alors ça, pour moi, ça a été un gros choc culturel. D'arriver en République dominicaine, j'ai vu qu'il y avait un problème. Tamo.
Tamo. Ok, je sais pas, mais ok. Comme je disais, j'ai vu un problème, une situation qu'il fallait que je règle au PC, que je voulais régler la même journée, et je n'ai pas pu la régler. On m'a dit, Will, en fait, le problème consistait que je voyage. Tu es sérieux, réfléchis. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Euh, je viens de comprendre, t'inquiète. Alors, comme je disais, j'étais dans une ville, pour que vous compreniez, en fait, j'étais, par exemple, j'étais à Montréal, puis il fallait que j'aille à Québec. Québec qui est à peu près à 3 heures de Montréal. 2 heures et demie, 3 heures. Ben, c'était la même chose. J'étais en République dans une ville qui s'appelle La Romana. Puis il fallait que j'aille à Santo Domingo, qui est à peu près 2 heures et demie, 3 heures. Il fallait que j'aille là-bas pour résoudre un problème. Et après ça, moi, dans ma tête, c'était de revenir la même journée. Ben, devinez quoi? Moi, j'étais prêt à y aller en après-midi pour aller à la capitale, aller à Santo Domingo et revenir la même soirée. Ben, on m'a dit, Will, ne fais pas ça, ça vaut pas la peine. Attends, t'as même pas mangé. Attends à demain, que demain ce sera une autre journée. Alors là, moi j'étais comme, sérieux? Sérieux? J'ai un problème, il faut que je le règle au PC pour justement pouvoir continuer à faire mes trucs à Saint-Domingue et blablabla. Et j'ai pas pu le faire. Ça a été un choc pour moi. Alors, ça a été la preuve pour moi que en Amérique du Nord, on vit un style de vie qui est plus stressant, plus accéléré. Et même, c'est c'est euh, c'est peut-être pas quelque chose de scientifiquement prouvé, mais je l'ai vu, je l'ai entendu à plusieurs endroits. Tu sais, les causes d'AVC, ben, une des premières causes d'AVC, c'est le stress, ça c'est connu. Mais justement, à cause du style de vie stressant, accéléré qu'on a ici, il y a un taux d'AVC plus élevé ici que par exemple en Amérique latine. Alors, oui, il y a une pression. Oui, il y a une, disons, une atmosphère qui fait en sorte que sans s'en rendre compte, on peut se créer une situation de dépression, une situation d'idées tristes, de solitude, de toutes les situations que vous pouvez vous imaginer que présentement ne me viennent peut-être pas à l'esprit, mais qui font en sorte qu'on peut être malheureux même en ayant un diplôme, en ayant un baccalauréat, en ayant une maîtrise, en ayant un doctorat. On peut quand même être malheureux. Et preuve de ça, c'est une histoire qui est arrivée à Québec. C'est arrivé à Québec en 2017, plus précisément le 28 juin 2017. C'était Maître Louis Rochette qui a malheureusement mis fin à ses jours dans le parc Victoria. Pour les personnes de Montréal ou pour les personnes qui n'habitent, ben, surtout pour les personnes de Montréal, le parc Victoria, c'est un parc à Québec qui a un poste de police littéralement en face. Tu as le parc Victoria d'un côté, puis ben, en fait, tu as le parc Victoria, puis juste à côté, tu as un poste de police. Donc, pour les personnes de Montréal, l'équivalent, ce serait probablement le parc Jarry, pour les personnes de Montréal. Alors, l'avocat, pour vous faire un méga gros résumé, Louis Rochette, Maître Rochette, lui, c'était une personne qui avait réussi dans la vie, dans tous les sens. Il avait réussi professionnellement, comme individu, il avait réussi dans son mariage. C'était un père de famille, il était même grand-père. Ça faisait pas longtemps qu'il était grand-père. Il était reconnu de sa profession. C'était un des, pour ainsi dire, un des tops là, avocats. Tu sais, il avait réussi des trucs là, selon ce que j'avais vu à l'époque et en relisant, il avait réussi des trucs ou il aurait réussi des trucs vraiment là, wow, pour qu'il soit classé parmi les meilleurs avocats. Puis les personnes qui l'ont côtoyé 2, 3 jours avant son acte, ils disaient le gars, il donnait aucun signe qu'il voulait mettre fin à ses jours, aucun signe qu'il était malheureux. Mais le fait est que il a mis fin à ses jours. Il a décidé de se suicider dans le parc Victoria. Je vais juste vous lire quelques morceaux ici et là de l'article. Je vous ai fait un méga gros résumé, mais avec les morceaux que je vais vous lire, vous allez pouvoir
le constater. C'est un article du Journal de Montréal écrit par Karine Bouchard. Alors, le décès de l'avocat Louis Rochette sème la consternation dans la communauté juridique de Québec, de la ville de Québec. Donc, je vais descendre un peu. Je vais descendre. Maître Rochette a mis fin à ses jours le 22 juin dernier dans le stationnement de la centrale de police du parc Victoria. Selon Daniel Bouchard, rien ne laissait présager la détresse de son associé. Alors, c'est comme je disais, les personnes qui le côtoyaient disent qu'il n'y a rien, il n'y a aucun signe, il n'y avait aucun signe qui démontrait que l'homme était malheureux, qu'il était en détresse, qu'il avait des idées suicidaires. Rien. 2 jours avant sa mort, lui, il était dans un événement et il était là, normal, comme vous et moi. Dans le même texte, le défunt avocat avait la vie qui lui souriait. Il avait tout. Tout ce que vous et moi on pourrait souhaiter, maison, voiture, famille, enfants, petits-enfants, il l'avait. Maître Rochette. Donc, la vie lui souriait. Il était récemment devenu grand-père. Il figurait depuis 2012. Donc, ça faisait 5 ans que Maître Rochette, le défunt Maître Rochette, figurait au sein du répertoire The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de la santé. Donc, c'était quelqu'un qui était au sommet peut-être de sa profession, pour ainsi dire. Je pensais qu'il y avait un appel à l'aide, généralement. Si j'avais eu ça, j'aurais tout abandonné pour aller le voir, poursuit Maître Bouchard. Écoutez ça, ça c'est important. C'est ce que je vous disais. 2 jours avant son décès, des consuls ont participé à des événements publics où Louis, c'est-à-dire Maître Rochette, se trouvait. Il pétait le feu et il était drôle, comme d'habitude, selon eux. Un autre extrait. C'est une très lourde perte. C'est un monument. Et si c'est une lourde perte pour nous, imaginez pour sa famille, poursuit l'associé endeuillé. Au-delà de ses fonctions professionnelles, il était d'abord et avant tout un homme épris de sa famille. Son épouse, ses 4 enfants et son petit-fils étaient le centre de sa vie, a indiqué Maître Bouchard. Alors vous voyez, vous pouvez entendre, en fait, avec les extraits que je vous ai lus, la personne avait tout. Tout ce que vous et moi, on pourrait souhaiter, il l'avait. Ce n'est pas spécifié. Tu es sérieux, réfléchis. Ok, non, c'est le même texte, c'est le commentaire de tantôt. Donc, Maître Rochette, malgré tous ses biens, malgré les êtres chers, probablement il se sentait seul. Probablement il se sentait mal. Quelle est la raison? Je ne saurais pas vous dire. C'est pas spécifié. C'est pas spécifié s'il y avait une lettre que la personne a laissée. Maître Rochette, s'il avait laissé une lettre ou pas. Mais le fait est qu'il a laissé sa famille dans le deuil. Probablement il était malheureux, que ce soit parce que probablement c'était pas ça ce qu'il voulait faire. Peut-être que non. Peut-être qu'il aurait voulu justement être autre chose, faire une autre profession. Ou probablement, il voulait exercer la profession d'avocat. Mais en étant là, sur place, de voir probablement des injustices, de voir des situations qui se passaient, qui n'étaient pas normales, qui le rendaient malheureux, qui faisaient travailler sa pensée, qui faisaient travailler sa conscience. Probablement, ça s'est accumulé, et ça fait en sorte que Maître Rochette, il a décidé de malheureusement mettre fin à ses jours. Je ne le sais pas. Je suis juste en train d'émettre des théories, d'émettre des possibles scénarios. Peut-être que, comme j'ai dit, il n'était pas heureux dans sa profession parce que c'est pas ça qu'il voulait faire. Peut-être. Ou peut-être, c'est ça qu'il voulait faire. Mais quand il a été confronté à certaines réalités, ça a commencé à le marquer. Il pouvait peut-être pas en parler. Peut-être le secret professionnel.
peut-être des informations qu'il ne pouvait pas révéler, qu'il devait garder pour lui. Et ça s'est accumulé jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus et il a fait ce qu'il a fait. Je ne sais pas, je suis juste en train de vous transmettre des réflexions, mes possibles théories. Moi, tout ce que je suis, c'est une personne qui a fini son secondaire 5. Je suis académiquement, je suis un microbe, je vais le dire de même, je suis un microbe à côté de psychologues, à côté de docteurs, à côté d'avocats, à côté d'ingénieurs. Moi, je suis juste un microbe, en fait. Mais je suis un microbe qui essaie de réfléchir, qui essaie de comprendre le pourquoi du comment. Si au moins je peux avoir cette seule qualité, c'est que je suis un microbe qui essaie de comprendre pourquoi telle chose était arrivée. Ai-je raison, ai-je tort, je ne le sais pas. Mais on parle de quelqu'un qui a réussi et qui malgré tout était malheureux. Un autre exemple que je peux vous donner, que probablement vous connaissez, Robin Williams. Robin Williams, qui était un comédien, un acteur, ou peut-être que je ne sais pas bien quelle était sa profession, mais Robin Williams, c'était une légende. C'est une légende, même s'il n'est plus parmi nous. Robin Williams reste une légende. Et la légende en question, apparemment, il était malheureux. Il était malheureux, même s'il faisait rire le reste de la planète. La planète entière riait à ses blagues, à ses sketchs, à ce qu'il pouvait dire. Mais lui, il ne riait pas. Il était malheureux. Et selon l'article que j'ai ici, par rapport à Robin Williams, near the body, investigators found personal items placed on a chair. Donc, à côté du corps, à côté du cadavre de Robin Williams, les enquêteurs ont trouvé des items personnels placés sur une chaise, incluant son iPad et deux types d'antidépresseurs, mirtazapine et Seroquel. Police found an engraved pocket knife with the dried red substance that was later confirmed as William's blood. Donc, de ce que je peux lire ici, la police a trouvé un couteau, un pocket knife, un couteau de poche, avec une substance rouge qui a été confirmée par après que c'était le sang de Robin Williams. Suzanne, qui était la... attendez, je vais juste retrouver pour être certain. Suzanne, c'était la femme de Robin Williams. C'est juste que là, j'avais l'information, puis là, ça s'est décalé. Susan, ouais, c'est ça, Suzanne. Susan believed her husband. Donc, c'était la femme et l'assistante de Robin Williams. Donc, Suzanne a dit aux enquêteurs que William... attendez, parce que là, j'ai... Susan told investigators William often received gifts from his USO tours with the military. USO tours. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est USO. And that the knife was likely from her husband's collection. Donc, c'était un couteau qui appartenait à sa collection et qui recevait souvent des cadeaux et blablabla. Ah, voilà. Donc, despite a long and documented history of depression, William's wife and assistant, Susan, voilà, c'est ça en fait l'info que je cherchais, qui avait été décalée. An assistant said he never expressed suicidal thoughts or behavior. Donc, malgré un cadre probablement connu de dépression autour de Robin Williams, il n'y a rien qui laissait présager qu'il avait des tendances suicidaires ou qu'il exprimait des comportements de ce genre. Selon Suzanne, l'ex-femme ou la veuve, pardon, de Robin Williams. Il n'y a rien qui laissait présager, il n'y avait pas de signaux que Robin Williams tenait à mettre fin à ses jours. Il n'y avait rien qui l'indiquait. Mais ça n'enlève pas le fait que le gars, il était malheureux. Donc, oui, ça existe. Oui, c'est présent. Des personnes qui atteignent probablement le sommet de leur popularité dans leur art, dans leur domaine, mais qui peuvent être malheureux. Et probablement, mesdames et messieurs,
Il y a des personnes dans votre entourage. Si vous qui êtes présentement dans le live, probablement, il y a des personnes de votre entourage qui ont réussi dans la vie, la maison, elle est probablement payée ou ils sont en processus de. Ils ont la voiture de l'année. Ils ont la femme idéale. Ils ont des enfants qui sont bien élevés et tout ça. Probablement, ils ont le cadre parfait, mais ils sont malheureux. Pourquoi? Parce que à cause de ce que je disais plus tôt, soit que c'est pas ce qu'ils voulaient, c'est pas le choix de carrière qu'ils voulaient, ou bien c'était leur choix de carrière, mais ils se sont rendus compte un peu trop tard que c'est pas ce qu'ils auraient voulu. Et le problème, c'est qu'une fois que tu es dans la profession, une fois que tu es docteur, une fois que tu es avocat, une fois que tu es peut-être ingénieur, tu as des dettes. Pour la plupart des gens, ils vont avoir des dettes du 20 000, 30 000, 40 000 dollars de dettes, 50 000, 60 000. Puis, une fois que la personne elle est rendue là et qu'elle se rend compte que c'est pas ce qu'il voulait, c'est pas ce qu'elle voulait, ils sont confrontés à deux choix. Ils sont confrontés à deux choix. Choix numéro un, continuer de l'avant avec la profession que probablement ils n'aiment pas, mais ils n'ont pas vraiment le choix parce que les options en fait ne sont pas très vastes pour eux, d'une certaine façon. Ou l'option numéro 2, c'est vraiment de tout abandonner pour essayer d'être un peu plus heureux, mais ils vont avoir une méga grosse dette de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ce sont les deux choix qui se présentent à eux. Et je crois, tant bien que mal, que malheureusement, peut-être la plupart d'entre eux, ils optent pour le choix numéro 1, qui est, ils sont malheureux, mais ils continuent de l'avant. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est dans un de ces domaines, avocat, docteur, dentiste, dans la construction, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, parlez avec eux. Assurez-vous qu'ils soient heureux. Parlez avec eux. Peut-être qu'ils se sentent seuls. Peut-être qu'ils ont peur de parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Probablement, ils se sentent seuls. Ils se sentent malheureux, même en ayant une voiture de l'année, même en ayant une belle maison, même en ayant la belle famille, la famille idéale, les enfants souhaités. Malgré ça, ils sont malheureux. Donc, vous avez des êtres chers, soyez à leur côté. Assurez-vous que s'ils se sentent mal, ils se sentent malheureux, que vous puissiez être là à côté d'eux et de leur dire, vous n'êtes pas seul. Vous êtes peut-être malheureux, mais il y a toujours une solution. Il y a toujours moyen d'aller vers mieux. Il y a toujours moyen. Parce que des fois, quand on est tout seul, Farah Bernard qui m'a envoyé une rose. Merci beaucoup pour la rose. C'est vraiment apprécié. Donc, table mentale. Faut vraiment demander même s'il semble heureux. Exactement. Table mentale qui dit faites que ces êtres chers qui sont autour de vous puissent sentir que peut-être la profession, ils ne l'aiment pas, ou peut-être qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas le choix qu'ils voulaient, mais que vous êtes de leur côté. Que si, par exemple, ils décident de carrément abandonner la profession parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient, que vous allez les appuyer. Que vous allez être là, peut-être pas économiquement, peut-être que non, mais émotionnellement, moralement, vous allez être là pour les soutenir. Soyez là pour eux, car c'est mieux de prévenir que guérir, comme dit le dicton. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est pas pour rien que ce sont des êtres chers. Et une fois qu'ils sont partis, c'est trop tard. Donc, vaut mieux en profiter maintenant qu'ils sont là parmi nous, maintenant qu'ils peuvent être là, qu'il y a moyen de régler les choses, leur donner ce sentiment pour qu'ils puissent être bien dans leur peau, ou du moins un peu mieux. Moi-même, dans ma vie personnelle, je me suis déjà senti seul. Je me suis déjà senti seul, même en ayant ma famille autour de moi, même en ayant mes parents, en ayant mon frère et ma soeur.
Je me sentais seul. Et heureusement, j'ai pas eu les idées noires. Mais je pense que si j'avais coulé un petit peu plus, probablement je les aurais eu également les idées noires. Donc je peux comprendre ce sentiment à quelque part. Je peux le comprendre. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez quelqu'un, un avocat, un docteur, un dentiste dans votre famille, parlez avec lui, parlez avec elle. Une infirmière, un infirmier, un docteur, parlez avec eux. Assurez-vous qu'ils sont réellement bien. Parce que c'est pas tout le monde qui va donner des signes de détresse. Ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui le cachent bien, comme c'est le défunt avocat Maître Rochette, j'avais dit. Juste m'assurer que c'est le bon nom. Maître Louis Rochette. Lui, il donnait aucun signe qu'il était malheureux. Mais pourtant, on l'a retrouvé dans le parc Victoria décédé. Pour ceux qui ne le savent pas, je répète, pour les personnes de Montréal qui ne savent pas, le parc Victoria, c'est l'équivalent du parc Jarry pour nous ici à Montréal. Alors, c'est le conseil que je peux vous donner de tout cœur. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, c'est irréversible. Il n'y a pas un retour en arrière qui est possible. Et vous savez, des fois, on entend parler du personnel soignant, que ce soit les docteurs avec le collège des médecins, les infirmières avec l'ordre des infirmières, qu'elles ne peuvent pas parler. Moi-même, j'ai essayé d'approcher des infirmières. Moi, j'ai essayé d'approcher pas une, pas deux. J'en ai approché j'en ai approché 3 ou 4 que je leur ai dit, venez, on va parler de ce qui se passe dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux. On va en parler. Il faut documenter ça. J'ai même offert pour les personnels soignants, pour les infirmières, de le faire sous le couvert de l'anonymat. J'ai tout fait. Honnêtement, là, je leur ai dit, si vous voulez, on ne va pas être en live. On ne va pas faire de live. Ça va être purement une production pour YouTube. J'ai offert cette possibilité. J'ai offert la possibilité de masquer le visage. Tu sais, avec une production. Dans la production, je suis capable de faire ça. De masquer le visage de l'infirmière. Je lui ai offert même de modifier sa voix. C'est une possibilité que je peux faire. Modifier la voix de la personne, justement pour qu'elle reste dans le couvert de l'anonymat. Et malgré ça, j'ai pas une seule infirmière qui a répondu à l'appel de façon concrète. Ils disent oui, mais après ça, elle donne plus de signe de vie. Donc les possibilités sont là. La possibilité, elle est là. Elle tient toujours. S'il y a une infirmière ou un docteur, quelqu'un dans le domaine de la santé qui veut parler, qui veut exprimer ce qui se passe dans les hôpitaux, ce que nous, le commun des mortels, on ne voit pas, on ne connaît pas, des cadres probablement de burn-out, de dépression, d'infirmières ou de docteurs qui ont des idées noires, tellement la pression elle est forte dans les hôpitaux. Mama Juana Media est là pour vous. Le micro sera là pour vous. Et je vais me plier à vos conditions. Je me plie à vos conditions. Vous voulez pas que ce soit en live? Ce ne sera pas en live. Ce sera uniquement de la production YouTube. Vous voulez que votre visage soit masqué? Votre visage sera masqué. Vous voulez que je modifie la voix? Votre voix, elle va être masquée. Je suis capable de faire tout ça. Il n'y a aucun problème. Moi, tout ce que je veux, c'est que monsieur, madame, tout le monde puisse l'entendre. Les histoires, les anecdotes que moi j'ai entendues. J'ai entendu des choses là par rapport à la gestion du personnel soignant pendant la pandémie que sérieusement là, je préférerais que ce soit une infirmière ou un docteur qui en parle. Je pourrais en parler, mais je préfère que ce soit elle qui en parle. Des atrocités, des trucs que je comme shit, sérieusement là, c'est comme ça que se comporte, c'est comme ça que un gouvernement remercie le personnel soignant qui des fois ils n'arrivent pas à avoir de vacances, qui n'arrivent pas à avoir des congés, qui doivent faire des TSO, des temps supplémentaires obligatoires dans le public. C'est comme ça que un gouvernement les remercie. Mais je préférerais que ce soit eux ou elles qui en parlent. Donc la porte reste ouverte pour
les personnes qui veulent parler. Aussi, j'ai entendu dire que dans la construction aussi, il y a une certaine pression. Je ne parle pas de la petite construction ou de la construction de maisons, je parle des grosses constructions, des édifices, des immeubles, que les prix se comptent en millions de dollars. Il y a une pression qui est exercée sur les personnes pour décrocher des contrats. Des contraintes ici, des contraintes là, des erreurs qui peuvent coûter des dizaines et des centaines de milliers de dollars et qui peuvent faire en sorte que si ce n'est pas bien géré, ben, tout simplement le contrat il est perdu. C'est une pression que probablement la personne, quand elle n'est pas là, quand elle n'est pas trempée dans le domaine, trempée dans le métier, il ne s'en rend pas compte, mais une fois rendu là, ça peut le travailler. Ça peut travailler sa conscience. Ah, telle connerie, c'est une affaire tellement insignifiante, mais à cause de cette affaire insignifiante, j'ai perdu le contrat. Vous imaginez la conscience, les remords que ça peut causer? Un autre exemple que je peux vous donner, j'ai entendu, moi, je l'ai entendu, des policiers, tu sais, dans ce qui est, quand on dresse une enquête par rapport à un pédophile qui avait du matériel pornographique, tu sais, le typique cas, le pédophile qui a 5000 ou 10 000 photos et vidéos de pornographie juvénile. Je vous mets le typique exemple. Alors, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est ce qu'on m'a expliqué. Il y a une personne, un policier, un enquêteur, qui se doit d'examiner toute la preuve, toute l'évidence. Donc, si on parle de 5000 matériaux, 5000 fichiers, photos et vidéos pornographiques de pornographie juvénile, ben, le policier ou l'enquêteur doit se taper les 5000 photos et vidéos de pornographie juvénile pour monter le dossier et justement pour faire l'accusation. Je répète, c'est ce qu'on m'a expliqué. C'est ce qu'on m'a expliqué. Si je suis dans l'erreur, si ce n'est pas le cas, sentez-vous libre d'en parler, que ce soit dans le live au moment de l'enregistrement ou sur YouTube. Parce que l'idée, c'est de transmettre la bonne information aux personnes. Je répète, c'est ce qu'on m'a expliqué et c'est ce que je vous transmets, ce qu'on m'a expliqué. Donc, il y a une personne qui doit analyser tous ces fichiers. Alors, imaginez-vous les heures et les heures à devoir regarder des photos et des vidéos de pornographie juvénile. Et que l'enquêteur ou le policier, c'est probablement un père de famille lui aussi. Probablement, ça doit lui travailler le cerveau, de se dire, quête, cet enfant qui est là, ça aurait pu être mon fils, ça aurait pu être ma fille dans ce contenu. Et dans le pire des cas, je ne dis pas que c'est réellement arrivé, mais supposons dans le pire des scénarios, mais justement dans tout ce matériel pornographique, justement le fils de ce policier-là. Je dresse le pire des scénarios. Mais sinon, juste avec cette réflexion de cet enfant-là, ça aurait pu être le mien. Il a 5 ans, il a 6 ans, il a 7 ans, peu importe. Mais ça aurait pu être le mien, parce qu'il a la même âge. Imaginez-vous à quel point ça doit travailler le cerveau de cet enquêteur, de ce policier qui doit se taper ses photos et ses vidéos pour faire les accusations contre le pédophile en question. Juste imaginez-vous et que ça s'accumule au fil des années. Tout ça, que ça le travaille et ça le rend malheureux et que probablement il peut peut-être même pas en parler à sa famille. Il peut peut-être même pas en parler, que ce soit par le secret professionnel, par des contrats, par peu importe, mais il peut pas en parler. Il doit emmagasiner ça dans lui. Ça le travaille, c'est là en train de mariner dans sa conscience. Et à un moment donné, il n'en peut plus et il passe à l'acte. C'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que j'insiste à vous dire, mesdames et messieurs, vous avez quelqu'un qui travaille dans la santé, qui est avocat, qui est dentiste, peu importe sa profession. Soyez à ses côtés. Vous ne savez pas. Parce que peut-être qu'il ne va pas vous le dire. Il va vous donner des airs qu'il est heureux, qu'il est content et tout ça. Mais au fond de lui, là, il est malheureux. C'est en train de le gangréner de l'intérieur. Cette tristesse, ce mal de vivre est en train de le gangréner de l'intérieur.
Alors, si vous tenez à cette personne, n'attendez pas qu'il passe à l'acte pour lui faire savoir à quel point vous tenez à lui. Soyez à ses côtés. Demandez-lui, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y en est? Parce que c'est vaut mieux prévenir que guérir. Tu dis des vraies choses. Respect. Pas beaucoup ont cette conscience. Vini Vici. Jairo qui m'envoie une rose. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Merci pour la rose. Merci. Donc, tu dis des vraies choses. Ouais, Vini Vici. Ben, c'est ça, c'est que justement, il faut en parler. Et je vois pas que ce soit, je vois pas de personnes qui en parlent. Souvent, on va parler de la dépression et du suicide, mais de façon générique. Tu sais, les cas typiques, comme je mentionnais en début de contenu, tu sais, enfance difficile, peine d'amour, solitude, perte d'un être cher, ce sont les cas, on va dire, classiques de la dépression. Mais il y a aussi ceux que j'ai mentionnés par après, c'est-à-dire les personnes des personnes qui ne voulaient pas exercer la profession et qui ont étudié à cause de la pression familiale. Ou bien des personnes qui voulaient exercer la profession, qui ont étudié pour ça, mais sur le terrain, ils se sont rendus compte que ce n'était pas ça qu'ils voulaient. Finalement, ce n'est pas ce qu'on leur avait vendu, ce qu'on leur avait montré, et ils sont malheureux. Donc là, je vous ai donné l'exemple du policier. Je vous donne, je vais juste ouais, voilà, j'en suis rendu là. Ma propre expérience personnelle. Je vais vous parler de ma propre expérience personnelle. Moi, là, mesdames et messieurs, si j'avais suivi ce que je voulais faire réellement, peut-être que le micro que j'ai en ce moment, il n'aurait pas servi pour faire un podcast. Il aurait servi pour chanter, pour faire de la musique. Parce que pour ceux qui me connaissent depuis longue date, pardon, ils savent que moi, ma passion, c'est la musique. Comme dit la chanson de Claude Dubois, j'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un chanteur. J'aurais voulu être un musicien. Ben, je suis musicien, mais j'aurais voulu faire ça. Cependant, ma famille, mon père, ma mère, tant bien que mal, je comprends les intentions, mais le fait est, il me disait, Will, va pas là-dedans, parce que tu vas crever de faim. Deviens avocat, deviens politicien, t'as de la gueule, donne. Donc, t'as de la gueule. Toi, t'es quelqu'un que, tu sais, on te parle et tout. Si tu vas parler, tu vas donner ton opinion et blablabla, tu vas donner des arguments et tout. T'es pas quelqu'un qui, tu sais, un vrai avocat. C'était le genre, c'est ce que mes parents me disaient. Et je comprenais l'intention. Je comprenais que ce qu'ils voulaient, c'était ce qu'il y a de mieux pour moi. Je le comprends à 150%. Mais ce n'était pas ça ce que je voulais réellement. Moi, ce que j'aurais voulu, c'était être musicien. Quand j'étais, pour que vous sachiez, quand j'étais au secondaire, tout ce que je voulais, c'était être dans le couloir de la musique. Parce qu'il y avait le couloir de la science, il y avait le couloir de la science, il y avait le couloir de la zone de l'éducation physique, il y avait le couloir de la musique, il y avait le couloir de l'informatique. Mais moi, je passais mes midis dans le couloir de la musique. J'allais toujours au piano. Il y avait des horaires et tout ça, mais je mangeais dans le couloir de la musique. Je m'assoyais à terre, j'étais à terre littéralement et j'attendais que les portes s'ouvrent pour pouvoir jouer du piano, pour pouvoir pratiquer parce que c'était ça ce que je voulais. C'était ça ce que je voulais depuis le secondaire. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et j'ai commencé à faire des conneries à gauche et à droite. Disons que je me suis dévié de ce que j'aurais voulu être. Mais bon, ça m'a permis de découvrir d'autres choses que je suis capable de faire. Si j'avais suivi cet instinct de la musique et tout ça, probablement oui, j'aurais crevé de faim. Probablement, j'en serais pas là en train de faire des podcasts devant vous. Mais le fait est, je suis ici et j'ai appris beaucoup d'autres choses. Plus que juste la musique. L'enregistrement vidéo, l'enregistrement audio, l'édition. J'ai appris des choses que juste avec la musique, je ne les aurais pas apprises et je ne serais peut-être pas ici avec vous. Mais le fait est que si j'avais suivi les conseils de mes parents, les conseils de ma famille,
Peut-être aujourd'hui, je serai avocat. Je serai en train d'exercer la profession. Et vous savez quoi? Probablement, je serai malheureux. Probablement, aujourd'hui, là, je serais ultra malheureux avec un titre universitaire, avec une maîtrise ou un doctorat. Mais je serais malheureux. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que maintenant, aujourd'hui, toute personne qui me connaît, il peut vous le dire, je pose la question suivante. Si par exemple, toi qui es présentement dans le live et qui me vois, supposons que toi, tu me vois dans la rue et tu m'agresses. Tu me frappes ou tu me poignardes ou tu m'enlèves mon portefeuille, mes possessions et tout ça, tu me dépouilles de mes possessions dans la rue. Puis là, il y a une preuve. Il y a une preuve vidéo que tu m'as braqué. Il y a une preuve que tu m'as frappé, que tu m'as poignardé, que tu m'as dépouillé de mes possessions, de mes biens. Il y a une preuve hors de tout doute raisonnable. On te voit en train de faire ce que tu es en train de faire. Pourquoi alors, s'il y a cette preuve hors de tout doute raisonnable, il faut que je paie un avocat pour avoir accès à la justice? Mais pas pour avoir accès à la justice, mais pour pouvoir avoir une justice. Pourquoi il faudrait que je paie un avocat? Je crois que s'il y a cette preuve hors de tout doute raisonnable, la justice doit être de mon côté parce qu'il y a une preuve que j'ai été agressé, que j'ai été victime de quelque chose. Il faudrait que la justice déjà soit de mon côté à cause de cette preuve. Mais non, il faut que je paie un avocat parce que sinon je vais me faire... Je risque de me faire... Donc c'est le genre de choses, c'est le genre de situation des, des délinquants, des criminels qui s'en tirent avec des sentences qui ne représentent pas la gravité de leurs actes. Quand j'entends des histoires de criminels ou des délinquants qui ont des sentences qui sont ridicules versus d'autres personnes, et ça parce qu'ils avaient un bon avocat, et d'autres personnes qui n'avaient peut-être pas un avocat et qui se sont fait pour moins que ça, c'est là où est-ce que mon cerveau y réfléchit et se dit, pourquoi? Pourquoi? Et c'est là que je me dis, j'aurais été malheureux. Et c'est arrivé à plus d'une occasion que je l'ai dit à ma mère, que je l'ai dit à mon père. Heureusement que je ne suis pas devenu un avocat parce que j'aurais été malheureux. Parce que moi, ce que j'aurais fait là, me connaissant, avec l'attitude que je peux avoir des fois quand je pète des câbles, ça arrive pas souvent, là, mais, mais quand je suis mad, quand je suis fâché, moi, ce que j'aurais fait, en fait, c'est que j'aurais défendu les pires criminels. Je lui ai dit à ma mère, si j'avais été avocat, moi, j'aurais défendu les pires criminels. On va dire, la pire merde de la société, c'est eux que j'aurais défendu. Parce que j'aurais dit, c'est là qu'il y a de l'argent. C'est là qu'il y a de l'argent. Mais en même temps, en faisant ça, je me serais auto-attaqué. Ça aurait été un cercle vicieux dans lequel je défends les plus grands criminels de la société, mais je suis malheureux parce que je sais que ma conscience me l'aurait pas permis, m'aurait attaqué, m'aurait dit Wildani, t'es sérieux? Ça, ce ne sont pas tes valeurs. C'est pas ce que toi tu aurais fait. Toi, tu aurais défendu la victime. Tu n'aurais pas défendu le criminel. Mais justement, en haine envers la profession, c'est ce que j'aurais fait. Mais je me serais auto-lacéré. Et c'est ça le problème, en fait. C'est ça la situation. Et c'est pour ça que je dis, heureusement, je ne suis pas devenu avocat. Mais ça aurait pu. J'aurais pu devenir avocat. J'aurais été malheureux. Comme plusieurs des personnes pour lesquelles je suis en train de parler en ce moment. Pour lesquelles je vous dis, si vous avez quelqu'un qui est dans un de ces domaines, la construction, infirmier, avocat, juge, whatever, parlez-leur. Même si vous voyez qu'ils sont heureux et tout, parlez-leur. Parce que vous ne savez pas s'ils sont malheureux, mais ils n'osent pas en parler. Ayez leur confiance. Parlez avec eux. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, derrière la maison qui est soit payée ou en processus de paiement, derrière la voiture de l'année, derrière
la famille idéale, derrière la femme idéale, derrière les enfants modèles, il y a un homme ou il y a une femme qui est malheureux, qui est malheureuse. Peut-être que vous allez vous en rendre compte et vous aurez sauvé en parlant avec cette personne, en découvrant cette personne malheureuse, ou probablement vous aurez sauvé cette personne qui aurait pu peut-être passer à l'acte. Et c'est en fait le message que je veux vous transmettre. C'est le message que je tiens à transmettre à la société et que j'aurais honnêtement préféré, de tout cœur, j'aurais préféré en parler avec quelqu'un qui a des études. Car comme j'ai dit un peu plus tôt, moi j'ai juste fini mon secondaire 5. Moi là, je suis juste un microbe. Académiquement, je suis un microbe. Mais je suis un microbe qui essaie de réfléchir, qui essaie de penser au pourquoi du comment de certains comportements. Pourquoi une telle personne se comporte de cette façon-là? Pourquoi une personne qui a réussi dans la vie va donner aucun signe de détresse, aucun signe qu'il veut mettre fin à ses jours? Pourquoi est-ce qu'ils vont le faire? À mon humble avis, du haut de mon secondaire 5, du haut de mes petites études très basiques, je me dis probablement, il n'en parle pas, il le garde pour lui, il garde ça secret et il démontre qu'il est heureux, il ne donne aucun signe de détresse pour la simple et bonne raison que probablement il se ferait dire par monsieur, madame, tout le monde, mais qu'est-ce que tu dis là, toi? Comment est-ce que tu peux être triste si tu as une maison? T'as la femme que tout le monde voudrait avoir. Tu as des enfants qui sont des amours, qui sont des anges. T'as deux, trois voitures parquées dans ton garage. La maison, tu as la profession de rêve. Tu es un excellent avocat. Tu es un bon docteur. Tu es aimé de tout le monde. Comment est-ce que tu peux être malheureux? Ben, probablement parce que soit il ne voulait pas exercer cette profession, ou soit parce que rendu sur place, il s'est rendu compte que c'était peut-être pas ça qu'il voulait faire. Mais revenir en arrière, c'est difficile. Donc là, il a commencé à s'enfoncer tout seul, à s'enfoncer tranquillement mais sûrement, jusqu'à ce qui arrive, ce qui arrive. Alors, c'est le message que je veux faire. Je répète, j'aurais voulu le faire avec quelqu'un, avec des études, avec une profession. Mais pour moi, Wildani Osorio, c'est pas toujours évident d'avoir des personnes qui répondent à l'appel. Peut-être parce que je suis pas connu, parce que je suis personne, I am a nobody. Alors on me dit oui, mais à la fin c'est non. Et je me retrouve tout seul à parler à ce genre de ce genre de sujets qui sont importants à la société. Mais il faut qu'on en parle. C'est pour ça que je suis là et j'en parle. Mon nom c'est Wildani Osorio, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez aimé ce podcast. J'ai eu des commentaires positifs dans le live et c'est vraiment apprécié. Je vous invite à vous abonner au compte TikTok de Mama Juana Media si ce n'est pas fait. Abonnez-vous. Vous allez trouver le lien des différentes plateformes sociales, du compte Twitch, Facebook, YouTube, Instagram de Mama Juana Media. Vous allez trouver la wishlist aussi qu'on m'avait suggéré dans le live. Ça a été une suggestion du live de créer un compte Twitch. Alors abonnez-vous sur Twitch à Mama Juana Media. Une fois qu'on sera arrivé à 10 abonnés, je vais commencer à faire des lives via Twitch également. Abonnez-vous également aussi à Facebook. Si jamais vous voulez savoir quels sont les équipements, quel est l'investissement que je dois faire, la wishlist, elle se trouve là également, dans le lien qui se trouve dans la bio. Vous pourrez voir les équipements dont je parle. Disque dur, câble, micro, logiciel. Pardon, j'essayais de chercher des choses que j'avais ajoutées. Quoi d'autre? La merch se trouve là également, dans la bio. Alors, pour les personnes qui sont encore là, je vous remercie d'avoir été là et j'espère que ce message vous aura ouvert les yeux à cette réalité, à cette situation qu'il y a au Québec, qui est plus présente que ce qu'on le pense, mais que probablement on ne le réalise pas. Mon nom c'est Wildani Osorio et je vous souhaite à tous et chacun une excellente journée, soirée ou nuit, ou peu importe à quelle heure vous voyez ce live. Merci beaucoup à tous et passez une excellente journée, soirée ou nuit. Merci.